Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Cette fois, on va parler d'Israël et quelle sera sa place dans le nouveau monde prôné par la Russie, la Chine et l'Iran. C'est-à-dire, est-ce que il n'est pas dans une impasse qui peut se terminer très très mal pour Israël? Parce qu'il est difficile d'imaginer que Naftali Bennett, Premier ministre israélien, tente de réconcilier l'Ukraine et la Russie, en demandant même à la première de déposer les armes, car cela ne vaut pas le coup. On peut se demander, qu'est-ce qu'un État en Palestine? On a quelque chose à faire d'une bataille entre des Slaves chrétiens. Et pourtant, la bataille de l'Ukraine n'est qu'une petite virgule dans l'immense livre du Nouveau Monde que certains veulent écrire. Un livre dont l'Amérique, pour la première fois, n'est pas l'auteur. Pourtant, ce nouveau monde est encore incertain. La Russie a lancé un pari audacieux, mais ça reste difficile à dire s'il réussira. Pour contrer la coupure du gaz et du pétrole russe, l'Amérique tente de trouver des fournisseurs à chaque coin de rue. Des ennemis jurés, il y a quelques mois, se font courtiser par l'oncle Sam, devenu subitement péripatéticienne. Et un rapprochement de l'Iran, qui est donc l'un de ses fournisseurs potentiels, avec les USA est une très mauvaise chose pour Israël. L'Iran, malgré les sanctions et un pays en crise économique, continue d'étendre son influence dans tout le Moyen-Orient. La preuve, c'est que son opération, même en clandestin, en Syrie, en duo avec la Russie, lui a rapporté beaucoup de points. Et son soutien continu au Yémen, à la guerre au Yémen, lui permet d'avancer ses pions dans quasiment tous les pays, on va dire, de sa zone d'influence. Et il semblerait qu'Israël a du mal à trouver sa place dans ce nouveau échiquier. Mais cette impasse, cette espèce de, d'absence d'Israël dans la géopolitique, dans la nouvelle géopolitique internationale, c'est surtout le prix de sa soumission sans condition à l'Amérique. Trump, sous l'administration Trump, avait tenté de forcer le monde unipolaire de l'Amérique First. Et au Moyen-Orient, les exemples les plus frappants de ce jusqu'au boutisme américain, c'est la reconnaissance de Jérusalem comme capitale de l'État hébreu, et ainsi que le plateau du Golan comme des territoires d'Israël. Et Trump l'avait fait parce que il était une partie de son électorat, c'était des évangélistes chrétiens qui ont quand même une vision déliro-messianique du grand Israël. Mais la sécurité et une partie de la richesse d'Israël dépend uniquement du fait que l'Amérique continue d'être la seule superpuissance mondiale et qu'elle contrôle le système financier. Mais on en a déjà parlé avec un épisode sur le rouble qui devient progressivement obligatoire, qui s'immisce lentement mais sûrement dans le système financier international. Ce n'est déjà plus le cas. L'Amérique perd de plus en plus sa position hégémonique. Et dans le passé, en se dotant de l'arme nucléaire, Israël a pensé qu'il avait une sécurité absolue face aux pays arabes, qu'elle a toujours considéré comme étant hostile, ce qui n'est pas totalement faux. Mais en début de mars 2022, les rebelles Houthis du Yémen ont lancé plusieurs attaques par drones et missiles balistiques contre des installations pétrolières en Arabie Saoudite. Et ce n'était pas la première fois, ils avaient déjà fait le coup il y a quelques années. Cela signifie que l'arme nucléaire devient inutile si par de simples drones et des projectiles classiques, on peut détruire votre approvisionnement en carburant et vos routes commerciales. Et ces drones et ces missiles aux mains des Houthis, ils ne les ont pas trouvés dans la caverne d'Ali Baba, mais ils ont été fournis par l'Iran.
Et donc si on considère une confrontation militaire entre Israël et l'Iran, ce dernier pourrait infliger des dégâts colossaux contre des installations israéliennes. Sur le plan de la puissance de feu pure, Tsahal est supérieur, évidemment, en sachant que l'Amérique lui apporterait son soutien, mais sa victoire politique et stratégique serait inexistante. Ces nouvelles données de la guerre avec ces nouvelles armes changent beaucoup de choses. Et dans ce nouvel échiquier, la Chine est une pièce maîtresse. L'Arabie Saoudite et de nombreux pays du Golfe Persique font déjà partie intégrante de l'économie chinoise. Ce sont des pays dont la principale ressource est les énergies fossiles. Et l'Occident, dans ses délires écologiques, rejette de plus en plus ces énergies fossiles, ce qui fait basculer naturellement les Arabes vers Pékin. C'est sûr que cela prendra plusieurs années. Mais il est clair que tous les pays arabes vont abandonner progressivement l'Amérique pour se tourner vers la Chine. Le coup de boutoir lancé par la Russie en Ukraine annonce déjà la couleur. Cette annonce de l'Arabie Saoudite d'envisager de vendre son pétrole en yuan aux pays asiatiques, c'est pas anodin. C'est pas juste comme ça. C'est pas juste un effet d'annonce. Et si on considère que l'Iran est le principal pourvoyeur de pétrole et de gaz liquéfié dans le Golfe Persique, en cas de confrontation, il peut stopper ces livraisons et cela provoque quasi rapidement l'effondrement de l'économie mondiale et une victoire de facto de la Russie contre l'Occident, puisque dans ce cadre-là, seule le gaz russe serait disponible. C'est pourquoi les pays occidentaux, comme des chiens affamés, dans un mélange d'hystérie et de panique, cherchent de nouvelles sources d'approvisionnement par tous les moyens. Ces derniers temps, ils se tournent vers l'Algérie. L'Algérie, dont les paroles sur ses réserves sont largement plus criardes, plus exagérées que les réserves elles-mêmes. L'Amérique a du gaz et du pétrole et elle pourrait s'en passer jusqu'à un certain point. Cependant, ces réserves ne sont clairement pas suffisantes pour alimenter l'Europe. Il faut que les gens comprennent. L'Europe ne peut pas se passer du gaz russe à moins de baisser drastiquement son niveau de vie. Et c'est déjà le cas. On vous prépare déjà à un niveau de vie typique du tiers-monde, avec des atermoiements écologico-psychiatriques, des dirigeants européens qui vous disent de baisser le chauffage, de mettre un pull, de ne pas surcharger votre voiture, de manger moins, de faire moins d'enfants. En gros, le message des dirigeants européens pour leur peuple, c'est « si vous pouviez cesser de vivre, ça nous arrangerait ». Ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que l'Europe pourrait quand même trouver de nouveaux fournisseurs de gaz, que ce soit par les États-Unis ou même certains pays arabes. Mais cela lui prendrait 5 à 10 ans pour se passer totalement du gaz russe. C'est nécessaire parce qu'il faut créer des méthaniers, il faut créer les ports pour accueillir le gaz, etc. Cela signifie que pendant ce délai, 5 à 10 ans, l'Iran est protégé d'une agression à grande échelle par les États-Unis et Israël. Dans le même temps, l'Iran est déjà un allié de la Chine. Même si on va dire que ce dernier le considère juste comme une station d'essence. Et les relations entre l'Iran et les pays arabes ne sont pas la rose depuis des décennies, Les deux pays ne peuvent pas se blairer. Mais avec l'Iran dans le camp chinois et les pays arabes qui veulent aussi profiter de la chaleur du dragon bienveillant, alors les petites querelles entre Perses et Arabes seront moins importantes et elles s'épuiseront au fur et à mesure parce que vous aurez un objectif commun sur le plan commercial. Actuellement, les pays arabes jouent un jeu triangulaire avec Israël et l'Iran. C'est-à-dire que les pays arabes sont plus ou moins des copains de haine vis-à-vis d'Israël, ce qui leur assure une protection dans le cas d'une confrontation commune avec l'Iran. Mais si la Chine remplace l'Amérique comme leur grand partenaire, alors Israël ne leur est plus nécessaire,
la Chine assurera leur protection. Et c'est ça qui est génial et fascinant dans la géopolitique. C'est qu'une amitié, sachant qu'il n'y a pas vraiment d'amitié, peut cesser aussi rapidement qu'elle a commencé. Tout cela reste hypothétique et uniquement valable dans un jeu de diplomatie classique à plusieurs bandes. Mais en cas de conflit militaire, l'histoire devient totalement différente. Si l'Occident déclare une guerre ouverte contre la Chine, l'une des grandes étapes des Occidentaux sera de couper les routes commerciales chinoises par un blocage naval de l'alliance AUKUS, la nouvelle alliance entre l'Australie, les États-Unis et le Royaume-Uni. Un tel blocage permettrait à l'Occident de priver la Chine de ses sources d'énergie dans le Golfe Persique. Et donc, si vous regardez une carte du Golfe Persique, alors Israël et les pays arabes vont devenir un champ de bataille entre les deux blocs. Et Israël sait très bien tout ça. Je dis que c'est pas des idiots. Donc, ils tentent de jouer le jeu de la multipolarité. Et donc, ils pourraient négocier avec la Chine. Et c'est déjà le cas, il y a déjà des relations en cours. Mais d'une part, Washington ne le laissera pas faire. Mais surtout qu'avec les Chinois, Israël ne bénéficie pas du tout de la même relation privilégiée qu'avec le bloc occidental. La communauté juive et ses aspects, on peut dire que Pékin n'en a strictement rien à foutre. On peut faire un parallèle un peu idiot, c'est-à-dire qu'on peut faire de la psychologie de bas étage. On peut dire qu'Israël, c'est le petit garçon qui a une relation toxique avec le caïd de l'école. Il sait qu'il n'est qu'un pion et de temps en temps un punching ball. Mais le petit garçon ne peut pas exister sans la protection du caïd. Il y a déjà plusieurs indices dans ce sens. Quand on regarde la couverture médiatique chinoise, les médias de propagande genre Global Times, le quotidien du peuple, etc., sur Israël, alors on se rend compte que la Chine promeut davantage la cause de Gaza plus qu'autre chose. Et même avec la Russie, qui est un grand partenaire d'Israël sur le plan historique, sur le plan des commerces, etc., les questions qui fâchent reviennent rapidement sur le tapis. Quelques jours après le début de la guerre en Ukraine, Sergei Ivanov, qui est le chef du département de la diplomatie et des services de l'Académie diplomatique, c'est un truc rattaché au ministère des Affaires étrangères, il a réagi assez violemment après que Yair Lapid, qui est le ministre des Affaires étrangères d'Israël, ait déclaré que la Russie commet un massacre en Ukraine en ciblant les civils. Et je vous cite texto une partie de sa déclaration de ce dirigeant russe. Dans notre pays, qui sait de première main ce qu'est une menace terroriste, exprime invariablement sa sympathie et sa solidarité face aux attentats en Israël. La société russe a réagi avec indignation à la vague d'attentats terroristes qui a déferlé sur Israël fin mars 2022. Et donc, dans ce contexte, il est d'autant plus étrange d'entendre des déclarations anti-russes de la part du ministre israélien des Affaires étrangères. Israël qui porte la principale responsabilité depuis de nombreuses décennies de l'absence de solution pacifique au conflit israélo-palestinien. Et c'est l'un des problèmes régionaux les plus chroniques qui continue d'affecter négativement la vie et le destin de millions de personnes, ainsi que la sécurité internationale. L'instabilité créée par Israël fait le jeu de l'international terroriste, alimente les sentiments extrémistes et constitue une source constante de tension au Moyen-Orient et au-delà. Fin des guillemets. Je veux dire que c'est-à-dire que dans le langage diplomatique fleuri, ça signifie que la Russie a dit à Israël, balaye d'abord devant ta putain de porte avant de nous vendre des aspirateurs. Voilà, c'est intéressant, parce que cela signifie que les relations entre Israël, la Russie et la Chine sont basées uniquement sur le pragmatisme. Ce sont des relations
qui sont totalement différentes. Par exemple, la relation entre l'oncle Sam et Israël, où la communauté juive est très présente, notamment via l'AIPAC, et qui peut teinter ses relations avec l'idéologie et un certain communautarisme. C'est pas du tout le même plan, en fait. L'avenir d'Israël dans le Nouveau Monde dépendra en grande partie de l'habileté de la diplomatie israélienne qui devra jongler avec de nouvelles superpuissances qui s'en foutent de la question juive, tout en soignant sa relation plus que toxique avec le caïd de l'école et son t-shirt à la bannière étoilée. Merci d'avoir écouté cet épisode et à bientôt.